Bonsoir. Donc, merci à Frédéric de nous organiser ce moment, à Fabienne, à nous. On en a besoin aussi de croiser les gens, d'expliquer un peu notre travail. Voilà, on passe beaucoup de temps dans nos agences. On rêve souvent à nos projets. Et de temps en temps, on rencontre des gens merveilleux, comme Frédéric Lem, qui fait des éditions magiques. Et voilà, donc récemment, il a publié un livre dans sa collection avec aux éditions Carré sur notre travail. Voilà, donc à en vendre dans toutes les bonnes librairies, partout à Caen, bien entendu. Caen, c'est une drôle d'histoire parce qu'à 20 ans, on avait dessiné la Trésorerie Générale, boulevard Bertrand. C'était une opération un peu compliquée, non pas avec les utilisateurs, non pas avec les gens de Caen, avec les gens du ministère des Finances, qui sont parfois des gens un peu étranges. Et puis surtout, hier, on a eu la chance d'apprendre que un groupe de médecins à Caen avait choisi notre projet pour construire une petite clinique, enfin un centre de une consultation, voilà, sur Boulevard. Voilà. Alors donc, on est dans une sorte de trancheté où le temps ne sait plus s'il est devant nous ou derrière. Mais en tous les cas, on est très très content d'être ici et puis voilà, de continuer un peu nos pas, nos histoires, comme dit Fabienne. C'est drôle parce qu'il y a des éléments qui vont se recroiser, on n'a pas répété ensemble, mais surtout ces questions de la matière, de la lumière, cette question du paysage. Et c'est avec ça qu'on tricote, comme elle dit, à la fois notre monde à nous et puis celui qu'on veut mettre au service des gens. Parce que la construction, c'est pas pour nous qu'on l'a fait, c'est pour d'autres. Alors, ça c'est bizarre parce qu'à l'agence, on a une série comme ça depuis quelques années de construction qui sont des châteaux d'eau. Donc, on va dire, c'est pas de l'architecture, ça. Et pourtant, ce sont des ouvrages d'art. Donc, c'est vrai, quand on nous a présenté ces choses-là, on s'est dit, bon, bah, il faut construire un ouvrage d'art, c'est-à-dire avant tout une infrastructure dans des paysages qui sont incroyables, et eux-mêmes qui ont une histoire, c'est-à-dire qu'on est dans les Mauges et la Gâtine, ici, c'est à côté d'Angers, et il y avait des moulins à vent, et donc dans les moulins à vent, il y a cette grande, je sais pas si ça marche, oui, cette grande touche dans laquelle il y avait, on moulait les produits, il y avait ce rotor, ici en bois, qui portait les ailettes qui marchaient au vent, et puis bah, on a pris cet élément, cette icône finalement, on l'a inversé pour nous, notre moulin à eau à nous. Alors effectivement, on trouve de temps en temps dans cette région ici des traces de ce paysage ici, de ces éléments. Et on a raconté nous aussi notre histoire à base d'eau et de béton, et surtout à base de lumière, pour dire que des ouvrages techniques sont aussi des moments d'émotion et surtout des éléments de révélation qui révèlent aussi les histoires des autres hommes, d'autres géographies, d'autres mémoires, autour de la lumière et autour de l'eau. C'est un ouvrage utile, il faut distribuer l'eau dans le pays bien entendu, mais cela n'empêche pas de faire des ouvrages techniques. C'est un réservoir d'eau de 4000 tonnes d'eau, c'est 4000 tonnes de béton qu'il faut porter, 8000 tonnes, voilà. Alors nous, nos histoires à ça au départ, enfin à un moment dans l'agence, voilà, on a toujours d'ailleurs, c'est récurrent, ça fait des années que ça dure, donc et on découvre d'autres paysages comme ici à Paimpol, en face de l'île de Bréa, où il faut aussi alimenter en eau l'île qui est en face, et comme on est au bord de l'Atlantique, et que le maire aime beaucoup les coquillages, en particulier certains nombres de produits locaux, on va dire ça, qui est la coquille Saint-Jacques. Euh, on, on a retrouvé cet élément ici qui est de faire un ouvrage qui disparaît dans sa fonctionnalité. J'essaie de trouver la touche, voilà. Autour d'un élément ici qui s'accroche au ciel, autour d'un autre qui s'accroche au sol. Entre les deux, c'est le réservoir d'eau. Et puis, voilà, on cadre le paysage. On a une mise en œuvre technique, bien entendu, pour expliquer tout cela, mais surtout, c'est un moment avec un petit programme très simple, avec un ami qui était plasticien, qui maintenant travaille sur la lumière, de dire on est à côté de la marée. Alors voilà, notre ouvrage, il suit la marée. Quand la marée est basse, c'est éteint, on commence à monter en lumière, et puis là la marée monte, et là on est à marée haute, l'ouvrage est entièrement illuminé. Et voilà, on a ce mouvement de la matière qu'on voit de l'extérieur et qui casse un petit peu cette appréhension d'un ouvrage qui fait 45 mètres de haut au bord de l'eau
Et c'est vrai que le jour où à l'agence, on a eu un amiral qui a téléphoné demandant si c'était nous qui avons fait ça, et on avait été obligé de dire oui, et on était persuadé que c'était grave. Il nous a dit parce qu'on en a besoin pour notre carte marine, puisque c'est maintenant un objet qui sert d'amer pour nos avions et nos ouvrages. On était plus rassurés. Alors à l'autre bout de la France, à Fos-sur-Mer, on est dans un autre site, c'est dans les embouchures du Rhône. Celui-ci, il est aussi assez important, et on a découvert que dans cette partie de la Camargue où la terre la terre est saumâtre, la terre est bordée par des endroits un peu de la nature première, on va dire, du sol, la vase. On a sorti de la vase de la terre, on a sorti de l'acier, on a fait cet ouvrage aussi, fouetté par le vent, avec 12 fentes d'un côté. Comme c'est un cercle, on en a 24, c'est des heures de la journée, et puis là-haut, une autre fente, qui est toujours notre accroche au ciel, dans lequel on a écrit une phrase, le phare des eaux de la terre, dans un langage qui est celui du langage des sémaphores. Alors, c'est un langage particulier, quand les SMS et les autres ouvrages de transmission n'existaient pas, on parlait par signes, et c'est ce qu'on a un peu indiqué dans notre petit acrotère là-haut. À l'intérieur, on a des ambiances que personne ne connaît, on n'est pas à Brasilia, mais pourtant il y a une force de la matière qui est très particulière. Et de l'autre côté, on a Fos-sur-Mer, on a les torchères, on a le pétrole, on a l'arrivée des navires qui vont irriguer bien sûr toute l'Europe. Et on est là, nous, silencieux, mais néanmoins, on raconte notre propre histoire sur le temps qui passe, sur les saisons, sur aussi les heures de la journée. Donc ce phare, il est là pour distribuer de l'eau, et puis il parle aussi des flamants roses, il parle aussi des torchères, il parle aussi d'autres choses. On travaille avec la mise en lumière, on travaille avec des éléments simples, puisque c'est pas ce qui nous est demandé, mais aussi toujours de revenir à cette notion qu'un ouvrage doit être utile, si possible il doit être beau, et puis voilà, il doit être bien construit. Définition de l'architecture de Vitruve. Dans tout bâtiment comme celui-ci, à Créteil aussi, une université, maison des langues, le moment de transition entre le bas et le haut, entre cette lumière qui est au ciel et puis le pas de l'homme au début, sont des éléments aussi, parce que des jeux qui nous font cette complicité avec les entrepreneurs qui au début nous proposent toujours des escaliers carrés en disant vous savez ça coûterait moins cher, et puis on dit bah finalement oui on en est certain, mais il se trouve qu'on préférait qu'ils soient cylindriques. Alors difficulté de chantier, difficulté de mise en œuvre, mais après quand on arrive à expliquer le pourquoi du comment et qu'on revoit les gens qui sont fiers dans leur ouvrage, les gens qui font le chantier, les gens qu'on croise, et qu'on voit cet émerveillement nous présenter leur propre travail de la main, c'est vrai qu'on se dit on est aussi dans une chaîne qui apporte beaucoup, et c'est pourquoi aussi on est là, et quel que soit le projet, quelle que soit la nature de ce qu'on peut dessiner, cette émotion de la matière, de la lumière, avec les éléments du sable, avec les éléments qui sont celui des reflets, sont des éléments qui sont très intéressants. À Chevreul, on était à Lyon pour faire une bibliothèque universitaire, donc c'est des grands plateaux dans lesquels il y a différentes disciplines. Bon, là aussi, on a travaillé sur le nom de Chevreul, qui était quelqu'un qui était un savant du 18e, comme on dit, les grands savants de Napoléon, 19e aussi, et qui a travaillé sur le principe de le rapport d'une couleur en autre, et qui a créé un peu une ambiance très impressionniste dans son travail à lui-même. Donc l'escalier, il est là, ça va trop vite, je m'excuse, je reviens en arrière, je vais trouver comment marchent les boutons. Et cet escalier qui relie donc les différents plateaux, on le voit peut-être pas très bien ici, mais vous voyez à l'intérieur, on est dans une couleur un peu chaude, dans les couleurs un peu rouges, et à l'extérieur, on est dans des couleurs un peu plus froides, on est une couleur bleue, ça c'est quand on regarde le bas de l'escalier. Et puis quand on regarde le haut de l'escalier, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la couleur froide, elle est au milieu, et la couleur chaude est à l'extérieur. On a là aussi, par un jeu de travail avec François Mijon, notre ami plasticien, avec des appareils qui sont ceux qu'on a dessinés, qui sont ici, qui sont avec des néons, des trinéons. On arrive comme ça à moduler les ambiances d'un étage à l'autre de manière simple pour donner des éléments de plaisir, des éléments de transport, des éléments aussi qui fait qu'un étudiant travaille, mais aussi l'escalier qui réunit. Alors on a des moments comme ça qui sont des petits moments volés finalement. On a l'impression qu'on est dans
Un musée, c'est peut-être beaucoup dire, mais au moins dans un élément où on regarde les choses d'une autre manière, et il y a cette amitié entre les savoir-faire des entrepreneurs et puis la concepteur et puis l'utilisateur, où tout ça se mélange. Alors là, on est à Jussieu, où le campus Jussieu est un grand campus. On commence à parler de la ville, là aussi, ces territoires, la Seine, on comprend, et c'est vrai que ce territoire-là, à un moment donné, il était évidemment envié par beaucoup de promoteurs qui voulaient dire, mais on n'a qu'à mettre l'université en dehors de la ville, et puis on fera ici des belles opérations de promotion. Il a fallu beaucoup de temps, d'autres, des politiques, c'est important aussi, des gens éclairés, des ingénieurs, des gens vraiment sérieux, comme on en fait quand même beaucoup, beaucoup par le monde, et en particulier en France aussi. Il ne faut pas l'oublier. On dit non, université dans la ville, c'est important, il faut la garder. Alors le plan, c'est le plan d'Albert, un architecte incroyable. On n'a pas le temps de parler de sa vie ici. Une rencontre et puis une tour au milieu. Et on a eu la chance de pouvoir avoir la possibilité de travailler sur cette tour, la tour Zamoski, qui est le nom du doyen, qui est une tour haïe par les pompiers à l'époque, parce qu'elle était métallique, haïe par beaucoup de défense du patrimoine, parce qu'elle était en plein centre de Paris. Et pourtant, c'est une tour qui abrite aussi des fonctions qui sont l'intelligence de la science et une des plus grandes universités de recherche françaises. Donc, voilà, la ville, c'est aussi ça. La ville, c'est aussi une manière de travailler le respect de ce qu'ont voulu faire d'autres personnes, de prendre une histoire qui s'est arrêtée et de nous-mêmes de la continuer. Alors on est au bord de la Seine, vous voyez tout à fait à gauche là-bas le Panthéon, la Sorbonne, et ici il y a une autre tour, Notre-Dame, il y a la Seine, et puis la tour Zamoski, la faculté des sciences, elle est ici. Alors il a fallu évidemment déshabiller tout ce qui était produits toxiques, il a fallu enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis garder les structures, bien entendu métalliques, avec cette structure hallucinante de légèreté. On a une structure, une tour qui est en béton au milieu, qui a les ascenseurs et les escaliers, et puis on se demande comment elle tient, si elle va pas s'écrouler avec cette légèreté de la structure métallique. Alors voilà, pendant les travaux avant, c'était un endroit incroyable parce qu'évidemment, quand on est dedans, on voit tout Paris. Et puis ce respect de l'acier qui était celui autrefois d'Albert, de cet architecte incroyable, avec ses épines qui, pour gagner de la matière, vous voyez ici, tous les 3 étages, on a ici des aciers qui sont des dimensions de plus en plus fines de diamètre des colonnes. Comme une antenne télescopique d'une radio qu'on rentre dedans. Elles changent de section. Elles font 16 cm en haut de la tour, elles font 32 en centimètres en bas. Elles ont doublé sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire cette augmentation de la proportion ici régulièrement font partie de ces découvertes absolument phénoménales. Alors ici on a changé les fenêtres qui étaient extrêmement mauvaise au point de vue de l'inertie thermique. On en a fait des fenêtres en réduisant la taille des meneaux. On a diminué de moitié la taille des meneaux. On a descendu les allèges au maximum. On a essayé de transformer chaque fenêtre verticale finalement en une énorme fenêtre horizontale sur Paris, en évidemment protégeant au point de vue de l'énergie, au point de vue de toutes les consommations, la lumière, ce qui maintenant est nos règlements de l'époque. Et puis travailler sur les hauteurs avec très très peu de hauteur et puis des gorges lumineuses qui sont en dessous, une gorge parallèle à la façade et puis une gorge qui est en biais. À chaque étage, elle tourne de 6 degrés en référence à un travail pictural qu'avait fait l'architecte dans les années 70 et qui n'avait pas pu se faire. C'était une œuvre de Braque qui aurait été dû être mis en sous-face de ces balcons extérieurs si le premier projet avait été fait. Et puis voilà, on l'a réinterprété par toujours notre complice François Mijon, un jeu de faux plafond qui abrite des mises en lumière, qui donne un peu une augmentation de la pièce à chaque fois, du plus bas possible au plus haut possible, pour accélérer cet espace et puis aussi avoir une identité particulière sur le traitement de cette tour métallique, pour transformer finalement ce qui était un échec de Jussieu, de l'amiante, de la surpopulation étudiante, ce qui était dénigré pendant des générations, parce qu'il y avait de réels problèmes. La question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir pour rendre les choses aimables, pour que les gens qui sont là
soit fier de nouveau d'être dans un élément majeur de l'intelligence française. Alors là, on a retraversé, je fais trop vite, je me mélange dans les boutons, voilà. Vous avez ici 2 images de ces lignes d'éclairage qui donnent l'impression que cette grande rigueur finalement de la façade, très contraignante, elle danse un peu le twist, quoi. Elle est tournée, voilà, elle tourne un petit peu à l'image aussi d'un tableau qui était celui de la première fresque de Miro, de Braque, pardon, qui avait été proposée. Et puis voilà, cette programmation aussi simple, jour de fête, là, ça y est, on fanfaronne, ça clignote. Bon, faut pas oublier quand même que de temps en temps, il y a le 14 juillet. Et puis l'accroche au sol ici était très importante aussi, parce que on a un immeuble IGH, et donc on a dessiné ce rez-de-chaussée de cette tour avec des luminaires qui sont à une échelle disproportionnée, qui sont des grandes lampes, des grands ballons qu'on a fabriqués aussi nous-mêmes, et qui sont comme des lustres à l'intérieur de cette finalement cette grande salle qui est le parvis et le prolongement de la cour de Jussieu. Donc le rapport entre l'extérieur et l'intérieur, ces rez-de-chaussée, cette hauteur, cette civilité, cette urbanité qu'on veut retrouver à un endroit qui était mal aimé, transformé par le vent, des effets vraiment de mal-être finalement, grâce au travail aussi d'Architecture Studio et de l'agence Reichen et Robert qui sont intervenus sur les autres bâtiments. La transformation de ce jardin qui est devenu à l'intérieur nous a finalement conduit à cette tour qui abrite essentiellement l'administration et le secteur de protection de l'ensemble du campus de Jussieu. Là, on est dans un autre endroit, Marseille. On est sur l'entrée de Marseille avec la tour Zaha Hadid qui est ici. Jean Nouvel construit une autre tour ici. On est dans Euroméditerranée. C'est un quartier aussi qui se développe beaucoup actuellement. Où là, l'urbanisme, le cabinet de Lyon et les paysagistes ont finalement continué les rues existantes pour faire une trame vière, et puis des règles du jeu où c'est la trame, c'est les rues qui comptent pour faire les paysages et pour faire les bâtiments. Libre, les formes sont libres, il y a un minimum de choses à respecter d'alignement, mais c'est le pourcentage et ce sont ces îlots ouverts, finalement, ce discours sur l'intériorité des îlots et puis l'espace public qui est le secret de réussite de ces éléments. Alors nous, notre université des métiers, c'est pour, comme ça s'appelle, c'est-à-dire c'est pour les apprentis. On a deux îlots, à l'ouest et à l'est ici, donc pas le droit de les relier. Et la seule implantation extrêmement contraignante finalement de par le PLU et par le règlement d'urbanisme, c'est d'avoir dans chaque parcelle 20% de la surface de la parcelle en pleine terre, pour des questions de protection des sols, pour des raisons de faire venir la nature en ville, pour des raisons de biodiversité, pour créer des îlots de fraîcheur, pour tout ce qui est maintenant est nécessaire en ville. Et c'est très difficile à faire, à respecter, parce que les maîtres d'ouvrage ils veulent toujours construire tout, et donc les mètres carrés qu'on nous demande ne respectent pas toujours ces 20% de surface en pleine terre. Mais c'est une gageure, et je pense qu'il y a un élément très simple qui fait que nos villes toutes, quelles qu'elles soient, en particulier à Marseille bien sûr, parce qu'il fait particulièrement chaud, mais doivent être attentifs à ces questions-là. Donc là, le travail, c'était de partir de l'intérieur de l'îlot, finalement, de cette contrainte ici, pour en faire cet îlot, et puis trouver des structures qui vont autour, trouver des éléments de programme, trouver sur la monnaie nature, empêcher les vents qui viennent ici d'ouest, du nord, la tramontane, le Mistral, enfin tout ce qui est contrainte très forte de cette région méditerranéenne, pour faire un élément d'identification de ce bâtiment, la tour de Zaha Hadid qui est ici, et donc notre université en 2 bâtiments, notre petite tour à nous, toute modeste, et puis on la prend, cette tour, et puis pouf, on la met à l'horizontale. C'est de l'acier Corten, Fabienne, tu vois, c'est quelque chose là aussi qui est formidable. Le chantier a commencé, mais pour des raisons politiques, il est arrêté. Je vous dis pas la tristesse qu'on a à l'agence, peu importe, c'est notre histoire. Mais cette question de la transition entre l'extérieur, l'espace public, entre cette contrainte urbaine qui est celle aussi de la civilisation, de la naissance, de l'abeille et de l'arbre, qu'il faut aussi respecter. L'architecture finalement, voilà, elle est dans cet espace de temporalité, d'époque,
de mobilité et de sagesse. Et je crois que tous, autant que nous sommes redevables de participer à cette histoire qui est celle de notre 21e siècle. Et quel plaisir d'imaginer des étudiants, des salles d'amphithéâtre, des salles de cours, de la bibliothèque, un gymnase, voilà, autour de ces éléments ici qui sont un donner à voir entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que l'architecture, elle se prend de l'intérieur et elle compose l'extérieur finalement. C'est très intéressant. Là, c'est un autre projet, mais qu'on a perdu, qui était aussi à Marseille-Lumini, notre université. On avait escaladé la montagne aussi, avec voilà un bâtiment qui s'enroule aussi, qui se déplie et puis qui se faufile dans les pins pour escalader les calanques de Marseille. Et à l'intérieur, toujours, voilà, ce rapport entre l'avenue qui est ici, l'entrée, entre les pinettes qui sont ici, et puis l'enroulement, le passage de l'un à l'autre, la lumière, la matière, les ondulations. Ce travail un peu agréable pour les étudiants, bien sûr, sur ce rez-de-chaussée de la ville. On va passer ça parce qu'il est un peu tard. Et puis aussi cet élément de transition, Frédéric a bien voulu parler tout à l'heure de ce travail aussi qu'on essaye de mener au Vietnam d'un point de vue culturel, si on peut dire. Et puis évidemment, on rencontre des gens épatants là-bas. Et on essaye de développer un projet. Alors évidemment, c'est 70 000 mètres carrés pour dire comment un siège d'une société peut aussi faire des hôtels, peut faire des logements. Alors on rêve, on fait des tas de choses formidables. Et puis ça fait 2 ans qu'on est dessus. Je suis même pas sûr que le projet va se faire, mais c'est pas grave. C'est une manière de comprendre aussi les gens, voilà, de les écouter, et c'est incroyable. Alors, dans cette journée, soirée, j'ai beaucoup aimé cette photo ici, là, qui cadre comme les cadres de Fabienne, là, mais voilà, on a ces éléments de couleur, et puis on a tous ces reflets de la ville qui sont derrière, la pluie, on a tout ça, et ça m'a fait penser à cette photo ici, là, de Cheminville, où on voit l'héritage français, si l'on peut dire. Il n'y a plus de lumière, et puis c'est les boutiques au rez-de-chaussée qui vivent, le commerce. Et puis de l'autre côté, voilà ce qui se passe. C'est pas un collage, hein, c'est une photo où là, c'est l'immeuble qui est en couleur et le rez-de-chaussée est noir. Et donc on a comme ça ce passage, ce regard finalement, cette collusion de l'histoire, de l'argent, de la vie des gens, de la lumière. Et en fait, tout est là, dans le sourire des gens, dans la chaleur, dans l'humidité, dans le capharnaüm qu'il y a dans ces pays. C'est absolument incroyable. Et là, la rue, c'est l'essentiel des rez-de-chaussée des villes. C'est-à-dire qu'en fait, le rez-de-chaussée des villes, c'est un peu des réserves. On y va, mais c'est du stockage. C'est dans la rue que se passe finalement le commerce. Et il y a un effet absolument incroyable de ce patrimoine, de ce bâtiment des années 150 français qui a été comme ça accaparé, mangé, voilà, hanté par l'usage. Et puis le rez-de-chaussée des villes aussi, c'est les scooters, c'est-à-dire que c'est là où on met les scooters, parce qu'on peut plus circuler de toute façon. Donc il y a un vrai problème de mobilité qui se pose de partout. Et puis on monte en hauteur. Alors cette question de la hauteur, évidemment, on la fait pas dans les monuments français, qui sont ceux du théâtre de Chi Minh Ville, de Saïgon, mais pour faciliter ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Là, c'est incroyable. Ce sont carrément, c'est marqué ici, concert du bonheur. Donc c'est drôle, quoi, dans un pays comme ça où finalement les musiciens sortent et puis ils jouent comme ça. Alors c'est très militaire parce que le type qui est censé garder le trottoir, il est assis, il regarde pas les gens, il écoute lui aussi, et puis les gens s'arrêtent, et puis alors ils sont là à deux, et puis on écoute un morceau de musique sur les marches d'un bâtiment français, voilà, pour avoir le plaisir de tout simplement d'être là, et puis parce qu'il fait beau, et puis parce qu'il fait chaud, et puis la musique est belle, donc voilà. Ça c'est Hanoï. Hanoï c'est une ville très agréable au niveau de la composition urbaine. Vous voyez, on revoit le travail des Français. Il y a des parcs, la ville commence à manger. Et puis des parcelles. La parcelle de 6 mètres de large, elle est phagocytée de partout. C'est-à-dire que là, le code, je ne sais pas de combien il est, il dépasse
toute possibilité de reconstruire. Donc il n'y a plus de place au sol. Alors du coup, on construit en hauteur. Mais vous voyez, sur ces bandes qui sont ici, toujours pareil, chacun construit sa maison comme il peut, comme il veut, comme il le souhaite. Donc on a comme ça une autre dimension de vie en toiture qui est parallèle à la vie du sol. Et donc c'est assez troublant, assez fantastique. Est-ce que c'est ça qui nous attend aussi avec ces rues qui apportent beaucoup de fraîcheur, on en a besoin là-bas. Et puis là-bas, la lumière qui est là-haut, et comment faire. Alors voilà la vie, la rue, le rez-de-chaussée de la ville. L'évolution majeure, c'est que le chapeau triangle est passé maintenant avec un autre matériau et une forme un peu différente, mais bon, voilà, les points sont passés en carreaux, mais voilà, la nourriture est toujours là, et il y a cette vie active de la rue. Alors, les bâtiments des années 50, pourtant, et ça c'est à Saïgon, on en découvre des comme ça. Vous voyez, sur une ossature que les Français ont laissée, le petit commerce, il s'est installé. Et alors, on est comme ça sur un immeuble qui fait à peu près 16 étages. On peut prendre un café là, on peut en prendre un restaurant ici, on peut acheter des bijoux ici, on peut prendre un steak, on peut prendre du thé. Et en fait, on se promène comme ça sur un immeuble vertical, de coursive en coursive, où finalement la rue est verticale. C'est quelque chose de totalement spectaculaire, effectivement, par rapport à d'autres visions plus actives et plus agréables, bien sûr. Et donc, la question des rez-de-chaussée est transformée finalement dans la question de rapport entre l'eau, entre la nature. On plante quelque chose, tout de suite, c'est envahi dans les villes du Vietnam. Et voilà, on construit cette autoconstruction des choses pour exister. Jusqu'où va-t-on là-dedans? Stockage rez-de-chaussée, bâtiment classique ici, d'autrefois français magnifique, complètement zébré par les fils de téléphone et par les transports, qu'on peut évidemment pas mettre en sous-sol. Voilà ces villes asiatiques où on accumule finalement des vies, on les juxtapose, où l'héritage se confronte à l'urgence de la vie de tous les jours, et on continue à construire en hauteur jusqu'à des moments un peu infinis. Et puis de temps en temps, voilà, des moments de respiration, on a ça. Si ça se trouve maintenant, l'immeuble bien sûr est rasé, c'est autre chose qui est là. Et donc cette question du patrimoine, cette question du rez-de-chaussée, cette question de rapport entre le déplacement et puis la stabilité que provoque le bâti, l'architecture qui est là, qu'on construit sur les mêmes, sont des sujets extrêmement intéressants et importants, parce qu'on ne peut pas continuer à étendre des villes à l'infini, c'est pas possible. Alors l'humidité fait des ravages. Bien sûr, c'est pas bien d'habiter là. Et comme il y a un vrai besoin, voilà, on vient faire, des grands groupes viennent construire des opérations de ce type. Et on réinvente la reconstruction des années 50. J'aime bien cette photo. C'est le personnage au balcon. Alors voilà, il est là, le personnage au balcon, là, tout seul. C'est le photographe d'ailleurs, c'est un qui s'appelle Li Chien, qui a fait ses reportages photographiques. Donc comment se passe la question du rez-de-chaussée des villes et ce qui se passe quand même dans nos centres-bourgs, non pas comme des villes comme à Caen, qui sont des phénomènes de la reconstruction, qui ont des atouts absolument incroyables, mais les villes du Sud, comme ici à Perpignan, les villes qui sont celles du Moyen-Âge, quand elles sont comme ça, habitées, on dirait un taudis. C'est une photo qui a été prise il y a 6 mois ou 1 an, où la voiture est rutilante, où ici vivent des familles. Alors ici, à Perpignan, vous venez sur une colline, là c'est le côté maghrébin, et puis quand on descend de l'autre côté, c'est le côté gitan. Et quand on passe de l'un à l'autre, il faut un peu être prudent. Voilà. Mais les modes de vie, il y en a qui vivent dedans, dehors. On est dans un sentiment de honte quand on voit ça en France en 2017, le linge qui est là. On voit ici le respect du patrimoine d'un parcellaire du XVIIe siècle
qui voudrait habiter là-dedans, si ce n'est des opérations en rue qu'on refinance, pour refinancer, pour refinancer, pour refinancer, pour mettre un peu d'ANA là-dessus. Et finalement, tout ça circule et les immondices sont toujours là. Or, on lève la tête et on trouve des éléments de grande poésie, c'est-à-dire que l'architecture, c'est aussi la lumière, c'est la matière, c'est la manière dont dans ces villes, le blanc, les ocres, le travail des choses se rejaillit l'un sur l'autre. Et puis, de temps en temps, dans ces villes, autour d'une cathédrale du quartier, on retrouve comme ça des gens qui interviennent entre deux contreforts pour une petite maison ici qui a peut-être 2 mètres de profondeur, 3 mètres, et ici il y en a une autre. Et voilà le plan de la maison, quoi. Et puis ici elle est construite, celle-là peut être construite. Tout ça pour dire que tout territoire est possible, tout territoire est source de qualité pour peu qu'on le regarde, pour peu qu'on le transforme, pour peu qu'on soit attentif, pour peu qu'on tire parti de ce qui existe pour vouloir le transformer. Alors on peut être défaitiste, mais je pense qu'on a finalement une opportunité formidable de vivre à notre époque, parce que voilà, on a à reconstruire tous ces éléments, reconstruire la ville en hauteur, refaire attention à tous ces édifices et redonner du bonheur tout simplement aux gens qui sont là et qui ont besoin de vivre en ville. Alors, pour pas que ce soit trop triste, je préférais terminer sur le campus Jourdan. Voilà, on a eu la chance aussi d'intervenir sur ce campus ici, boulevard Jourdan, la rue de la Tombissoire. C'est une grande rue qui arrive au centre de Paris. Et puis ici, c'est des bâtiments provisoires de l'école normale de jeunes filles, bâtiments provisoires des années 40, évidemment, qui ont duré pendant très longtemps. Alors, le programme, c'est 2 écoles, l'école normale supérieure d'économie et puis l'école d'économie de Paris ici, donc 2 écoles. Dans ce jardin, on a une règle stricte à l'alignement, s'implanter bien sûr comme il faut. Et la question qui était posée, c'est comment ce jardin, ce parc ici, l'Agora, on peut le donner à vivre aussi en visu, en qualité de vie à ce grand boulevard qui est le boulevard Jourdan avec l'arrivée du tramway depuis quelques années. Alors voilà, le bâtiment, il est respecté d'un côté, plus chahuté de l'autre. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Le rapport dès le début entre l'intérieur, le parc, la question de la gestion de l'eau, la question du vent, la question de la protection et surtout cette grande transparence du bâtiment pour protéger les sols, pour les rendre imperméables, pour là aussi ménager autant que possible le territoire, le sol. Le sol, c'est la nature, c'est la ressource la plus précieuse dans les villes qu'il faut avoir. Donc il faut à tout moment, chaque mètre cube de terre, il faut le sacraliser, je dirais. Donc ici, la rue, Tombissoire, et ici le jardin. Et tout ce qu'on a fait, finalement, c'est coller le maximum de mètres carrés au ras du PLU, et puis d'enfouir au maximum, enfouir l'autre élément de programme, pour avoir cette transparence ici, entre le jardin, entre cette petite coursive qui dessert tout le bâtiment sur ces 200 mètres, et puis finalement qui est en belvédère sur ce balcon qui est la bibliothèque universitaire, qui est un élément extrêmement important dans l'histoire de l'école normale des jeunes filles de Sèvres et de Jourdan. C'est par la liberté du savoir et du livre, de la bibliothèque, que les jeunes sévriennes ont pris droit à la parole et à leur existence, à leur reconnaissance à un moment donné du XXe siècle. Donc on voulait que cet élément soit fédérateur de tout le bâtiment, qu'il soit aussi bien donné à voir sur l'espace public de la rue que depuis le jardin, avec un système d'irrigation, de récupération des eaux de pluie pour en faire un jardin qui protège les livres et les gens. Et puis au-dessus, on construit ce qu'il y a. Vous voyez, un amphithéâtre ici qui est comme une main tendue, qui ne repose pas sur des poteaux. On a eu la connivence des ingénieurs, très importante, qui voulaient mettre des poteaux. On leur a dit, mais non, c'est pas bien. Ah bon, là, on va essayer de trouver autre chose. Et puis, on a redécouvert la poutre-voile, la portée, le porte-à-faux. Et puis, tout ça pour ménager un espace boisé qui est ici. On a ici cette bibliothèque, on a ici l'entrée du bâtiment, la coursive, un puits de lumière ici qui éclaire l'école normale et un autre jardin ici qui éclaire les parties intérieures de l'économie de Paris. Grand paysagiste, Laverne, Thierry Laverne, qui nous accompagne aussi, qui nous a aussi
bien aidé, qui a conçu ces petites rigoles d'acier cortène, qui fait qu'on récupère l'eau de pluie, on la fait circuler ici, et elle déborde de temps en temps pour arroser, on va dire, nos plantations, et puis aller récupérer. Et on a un système comme ça vertueux pour protéger le jardin creux. Voilà le bâtiment sur la rue. Transparence du rez-de-chaussée à travers la bibliothèque, l'amphithéâtre, 2 étages de salles de cours, Master 1, Master 2, et des bureaux de chercheurs qui sont ici, et puis 2 salles ici, de salles de réunion, qui relient les étages 2 par 2. Là aussi, il y a un travail de stratification de la façade qui fait que, entre l'accroche au sol, l'accroche au ciel, on a des bâtiments ici qui cachent un petit peu leur nombre de niveaux et leurs 20 000 mètres carrés. Et puis à l'arrière, sur le jardin, ce grand jardin ici, ces plantations, la petite cafétéria, un élément totémique, l'escalier extérieur, qui permet de desservir et de donner à voir le jardin de l'intérieur, comme de l'extérieur du bâtiment. Les façades sont très simples, on a structure béton habillé d'aluminium et puis un système de volets qui permettent là aussi en low-tech, et non, on ne voulait pas de high-tech, c'est-à-dire tout est manuel, il n'y a rien de mécanique, avoir des éléments ici qui pivotent, groupés 3 par 3 à chaque fenêtre avec un côté inox et un côté bois, pour là aussi avoir des éléments de reflets, d'ambiance différentes suivant qu'on regarde le bâtiment d'un côté ou de l'autre, de l'est ou de l'ouest. En face, le bâtiment du DOC, qui est un emblème de l'architecture des années 20, un bâtiment exceptionnel, historique, on va dire, avec des horizontales de fenêtres, et voilà, traitement du rez-de-chaussée. Et puis ici, la manière d'arriver avec des arrondis. Puis nous, on se trouve en vis-à-vis de là, donc on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'on va faire en face du DOC? Alors, bon, on essaye de tricoter notre travail à nous. On lui fait des petits clins d'œil, quoi. Le petit beau window, nous on est là, il a une petite tour, on va faire notre petite tour, il a des fenêtres horizontales, et ben on fait des fenêtres verticales, mais tout ça c'est parce que 1930, voilà, 1940, ici, là-bas c'est la cité encore, 19e, 20e et nous 21e, qu'est-ce qu'on raconte dans notre histoire. On voit ici ces petits volets qui pivotent pour identifier chaque élément de la construction et des bureaux, qui donnent de l'ensemble, de l'unité à l'ensemble, mais qui identifient aussi chaque pièce de cet ensemble. Alors, petit côté, boulevard Jourdan, voilà, l'entrée, ces salles sont suspendues, elles sont portées par porte-à-faux total par rapport au boulevard. Et quand on a construit ça, c'était très émouvant parce que on avait l'impression vraiment que les gens construisaient un nid dans les platanes qui sont là. Les platanes n'étaient pas élaguées et donc pour coffrer et couler les structures qui portaient ça, c'était absolument un travail d'enfant, quoi. Finalement, il fallait couper les feuilles pour faire passer les suspentes métalliques et les éléments de contreventement de ces salles de réunion qui sont des grandes pièces de lumière finalement dans le boulevard Jourdan. Alors voilà, d'un côté c'est inox, d'un côté c'est bois, ça tourne, ça casse un peu la longueur de cet immeuble. La tour de Dudoc est ici, nous on est là, on lui fait coucou, on a il avait quelque chose pour protéger de la foudre, alors on en a fait un aussi bien sûr, c'est réglementaire, mais bon en plus si c'est amusant, autant le faire. Et puis cet escalier, on le voit peut-être pas très bien sur cette photo, mais il cache l'ascenseur handicapé. Il a un dégradé d'aluminium. Et en fait, au niveau de l'unité de passage, on a un escalier qui est enserré dans un élément de verre, puisque la largeur de l'escalier est constante. Et en fait, l'escalier déborde pour faire une sorte de porte-à-faux de plus en plus grand, finalement, entre la partie basse et la partie haute, comme une sorte de fleur qui s'ouvre un peu vers le ciel et qui casse un peu les effets de perspective un peu trop statiques. Voilà, sur le boulevard, sur la rue de la Tombissoire, ces éléments ici de verticalité, de béton parois moulées parce qu'on est dans un sol difficile, le vide de la bibliothèque et puis ce déhanchement de la façade. Parce qu'en face, on a un bâtiment rude et donc le fait de créer des biais comme ça nous évite d'avoir un vis-à-vis trop prégnant. Par contre, à l'intérieur, côté jardin, donc là, les éléments jouent un peu comme une pièce de musique finalement. On a des portées, on a une ligne musicale et puis on accroche des dièses, des soupirs, des éléments ici. Et toujours la végétation, les arbres qui rentrent dans le bâtiment
pour que quand on est à l'intérieur, on ait toujours ce regard sur l'extérieur. La liaison, la coursive, on a traité comme ponton entre l'entrée boulevard Jourdan ici et puis de l'autre côté, sur toute la longueur. Et donc elle est symbolique puisque elle dessert évidemment les deux halls de l'entrée des deux écoles, donc c'est fonctionnel, mais elle est d'un côté dans le vide de la nature et de l'autre côté dans le vide du savoir. On est donc embarqué dans un pont, un ponton, c'est comme sur un navire, et puis on est dans deux vides de chaque côté, le plein et le vide. Voilà, ça c'est le jardin qu'on a planté avec ses rigoles, et puis devinez un peu la bibliothèque ici avec aussi des lustres qu'on n'aperçoit pas sur cette photo, qui sont à l'intérieur et qui font passer la lumière et le reflet de l'inox et de l'aluminium des sous-plafonds partout dans le bâtiment. On a les saisons ici qui passent le reflet des feuilles comme on l'a dit, écrit. On ne sait plus où la lumière est, on ne sait plus si on est dans une boîte mystérieuse, on a des reflets partout. Et finalement, le parti général qui était de soulever tout le bâtiment, tous les éléments de programme pour voir ici le métro, le bus qui passe, l'entrée, le jardin. On est dans une sorte de grand lieu ici où j'espère que les gens se plaisent. Et quand on monte, on a aussi ce reflet de la matière, ce reflet de la couleur. Un aplat de couleurs par rapport à d'autres prend tout de suite un sens différent. Et c'est vrai que ce miroir, finalement, qu'on a partout avec des planchers en bois et le cadrage sur la ville et sur les arbres, fait qu'on a ici un bâtiment qui est très divers dans sa pratique. C'est-à-dire qu'on peut traverser le bâtiment de l'entrée en prenant l'ascenseur à sa salle de cours ou à son bureau, mais aussi on peut venir par l'extérieur, faire une succession de parcours différents pour arriver. Et la complexité de l'architecture, à chaque fois, elle permet ce genre de cadrage sur ce qui nous entoure, sur des éléments qui sont autour d'un lieu existant. Donc la ville, elle permet ça. La ville, elle permet ça pour peu qu'on soit généreux, pour peu qu'on fasse notre travail, bien sûr, le mieux possible, avec des gens qui nous soutiennent, qui nous encouragent, il le faut, avec des entreprises de qualité, mais elles le sont vraiment. Je crois avec Fabienne, elle l'a dit et je confirme, quand on explique notre travail aux gens, c'est des éléments importants parce que en fait on est des passeurs. Quand on arrive, il y a un programme, les gens l'ont créé, nous on essaie de le traduire en forme, mais après une troisième temps ce sont ceux qui le construisent, et puis après le quatrième temps ceux qui l'habitent. Et voilà, il faut expliquer un peu tout ça quand on fait nos métiers dans les villes qu'on aime. Voilà, merci.